On débat ce matin, le droit des entreprises en difficulté. À quand la réforme? Cela fait des années, Sarah, que les spécialistes tirent la sonnette d'alarme et que les organisations internationales, dans la Banque mondiale, soulignent la nécessité de franchir le pas. Le débat a gagné en vitalité face à la crise économique que nous traversons aujourd'hui et qui met en péril de nombreuses entreprises. Le droit des entreprises en difficulté, inclus dans le Code du commerce, donne lieu à des procédures qui n'aboutissent que rarement en faveur de l'entreprise. Les chiffres le démontrent. 90% des procédures engagées devant les tribunaux en matière de difficulté finissent par la liquidation des entreprises. Les créanciers aussi. Les créanciers souffrent de la situation. Le Maroc, encore faut-il le rappeler ce matin, est champion pour ce qui est des délais de paiement à rallonge. Comment améliorer la prise en charge des entreprises en difficulté? On ouvre le débat ce matin avec nos chroniqueurs, mais également avec notre invité, Slima El-Hassani Sbahi. Vous êtes professeur universitaire et experte en droit des affaires et de la gouvernance. Bonjour. Oui, bonjour Sarah. Bouchra et Sarah. Bouchra. Bonjour. Bonjour Bouchra, Sarah et à vos chroniqueurs. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes donc en direct par Skype depuis Rabat. Alors, Slima El-Hassani Sbahi, vous avez récemment expliqué dans une tribune publiée dans la presse qu'au lieu du filet de sécurité juridique qu'elle recherche, les entreprises en difficulté sont confrontées, vous avez dit, à l'irrationalité et l'amateurisme qui caractérisent la conduite de ces procédures au sein des tribunaux de commerce. D'où ma première question pour vous, Slima El-Hassani Sbahi. Est-ce que ce sont les lois ou les procédures qu'il faut améliorer? Alors, vous avez parlé justement de cette tribune que j'avais rédigée il y a quelques mois déjà, et c'était une tribune considérée par certains comme sévère. En réalité, la sévérité de mes propos n'a d'égal que l'échec retentissant et de l'application pratique des procédures de traitement de la difficulté. Et lorsqu'on est en crise, une crise de l'ampleur et de l'envergure de la crise sanitaire qu'on est encore en train de vivre, effectivement, il devient urgent de trouver des solutions pragmatique, rationnel, à un échec que nous payons tous à des degrés différents, parce que quand on parle de difficultés des entreprises, il ne s'agit pas uniquement de l'entreprise qui est directement frappée par donc cette dégradation de sa trésorerie, ses difficultés de financement et donc son incapacité à faire face à ses dettes, c'est aussi tout l'écosystème qui est autour de cette entreprise, à commencer par ses salariés, mais aussi les fournisseurs, les créanciers, les banques, et donc finalement c'est tout le système économique et social qui va devoir à un certain moment répondre de cette mauvaise, j'allais dire, gouvernance des cas des difficultés des entreprises. Alors, vous avez parlé de réforme. En réalité, et c'est souvent le piège dans lequel tombe le législateur marocain, on est souvent prompt, rapide à aller vers des réformes législatives. Et d'ailleurs, j'avais identifié à cet égard ce que j'ai appelé le syndrome du bon élève législatif, c'est-à-dire que on est toujours les premiers dans la région MENA à mettre en place des textes qui sont en avance sur des questions de technique législative. Donc, je pense ici, par exemple, au texte sur la société anonyme, sur la gouvernance des sociétés commerciales, sur notamment en ce qui concerne la difficulté des entreprises, c'est-à-dire que d'un point de vue juridique, nos textes sont plutôt correctement rédigés, et puis il y a surtout beaucoup de technicité, de techniques modernes en ce qui concerne la gestion de ces difficultés. Donc, où se situe l'échec? À mon avis, s'il y a une urgence à réformer, ce n'est pas une réforme législative, c'est plutôt une réforme au niveau de l'implémentation pratique des textes, et puisqu'on parle du droit des entreprises en difficulté, c'est plutôt la mise en place donc de procédures au sein des tribunaux et en dehors des tribunaux, comme on pourra peut-être le voir, qui pose question, qui devient tout à fait urgente. Lubna Sarraj, pour notre invité, Slima El-Hassani Sbahi, professeur universitaire et experte en droit des affaires et de la gouvernance, qui est en direct avec nous par Skype depuis Rabat. Lubna Sarraj. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, dans cette tribune, justement, que vous citez, vous avez utilisé l'expression de toxicité systémique et d'insécurité juridique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette utilisation-là, pourquoi ces termes-là? Parce que toxicité systémique, c'est tout de même, un peu fort, justement. Et deuxième volet de ma question, vous pointez du doigt la non-utilisation des procédures de prévention. Concrètement aujourd'hui, de manière très pragmatique, comment on pourrait faire si effectivement il y avait une volonté, on va dire, une volonté forte de changer les choses? Comment est-ce qu'on pourrait de manière très pragmatique mettre en place, utiliser aujourd'hui ces procédures de prévention qui apparemment existent déjà?
Oui, tout à fait. Alors, je vous remercie d'avoir relevé donc ce terme de toxicité systémique. En effet, il est fort, mais il reflète tout à fait l'effet que sécrète une mauvaise application, une mauvaise implémentation, ce que j'appelle une implémentation toxique précaire du droit des entreprises en difficulté. En réalité, comme je viens de le dire, l'une des particularités du droit des entreprises en difficulté, c'est que c'est donc un protocole thérapeutique, mais qui a, comme on pourrait le voir dans des traitements médicaux, c'est un traitement lourd avec des effets secondaires extrêmement difficiles à régler. Or, la particularité ici, c'est que ces effets secondaires ne sont pas supportés, assumés par l'entreprise elle-même, mais plutôt par toutes les personnes, ces acteurs économiques et sociaux qui sont autour de l'entreprise. Donc, lorsque on applique de manière délétère le droit des entreprises en difficulté, on met en difficulté tous ces acteurs, donc tout l'écosystème économique et social autour de l'entreprise en difficulté. Ça va encore plus loin puisque ça touche lorsque il y a une mauvaise gestion, par exemple des créances, qu'on n'arrive pas, qu'on sacrifie de manière constante les créanciers, puisque peut-être vous l'avez remarqué, on est très mal noté et c'est la réalité, on peut le voir autour de nous. Lorsque une entreprise ou un entrepreneur déclare sa cessation de paiement, c'est-à-dire la faillite, les créanciers sont payés, mais à des proportions qui sont très très faibles, même parfois dérisoires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on porte atteinte à l'élément fondamental qui est la confiance. Lorsqu'on porte atteinte à la confiance, qu'est-ce qu'on fait? On assèche les circuits de financement des entrepreneurs et des entreprises, parce que il n'est pas question pour moi investisseur ou pour moi banquier de venir financer une entreprise comme quand je sais pertinemment bien qu'en cas des difficultés, on sait que les difficultés et les crises sont récurrentes dans les entreprises. Donc, en cas de difficulté, le juge, le tribunal de commerce, le droit ne me protège pas de manière optimale. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais augmenter le seuil de mes exigences et donc je vais créer un surcoût au niveau de l'accès au crédit. Donc, c'est ça ce que j'appelle une toxicité systémique, c'est-à-dire que ça dépasse et de loin les personnes qui sont frappées directement et frontalement par les difficultés, c'est-à-dire l'entreprise ou l'entrepreneur et ses fournisseurs directs. En fait, c'est tout le système économique et c'est pour ça qui est impacté par voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'un des paramètres pour évaluer, j'allais dire la pertinence et la qualité d'un droit de l'entreprise, parmi ces paramètres figure le critère essentiel du règlement d'insolvabilité. C'est en fonction, on va voir comment chaque État règle l'insolvabilité, est-ce qu'il arrive véritablement à protéger les différents intérêts qui sont autour de cette insolvabilité, et c'est en fonction de ça qu'on va également juger de la qualité de ce droit. Et donc, ça porte atteinte également par rapport aux investissements étrangers. Et pour les... Donc, c'est quelque chose de très grave. Et pour les procédures de prévention, justement? Oui, alors vous m'avez parlé des procédures préventives. Alors peut-être ce que ne savent pas les entrepreneurs, et parce qu'on le voit dans l'utilisation qui est très faible et pour ne pas dire inexistence des procédures préventives, c'est que une grande partie du livre 5 du Code de commerce est consacrée à la prévention des difficultés des entreprises. Donc il y a un grand effort législatif pour essayer d'organiser, d'inciter, de motiver les chefs d'entreprise à être dans la prévention plutôt que dans le traitement. Pourquoi le législateur a choisi cette stratégie? Il l'a pas fait de manière gratuite, il l'a fait sciemment, parce que toutes les études démontrent clairement que on a des chances sérieuses de traiter la difficulté lorsqu'on intervient de manière anticipée. Toutes les études le démontrent, lorsqu'on intervient après la cessation de paiement, c'est-à-dire le critère légal du redressement, il y a très peu de chances statistiquement de redresser la barre et de remettre l'entreprise sur pied. Donc, à quel moment il y a des chances significatives de redresser la barre? C'est quand on intervient avant la cessation de paiement, c'est-à-dire avant que la situation de l'entreprise ne se dégrade de manière trop avancée. Or, vous dites que ces mécanismes de prévention sont absents ou du moins pas suffisamment développés et qu'il y a aussi un manque criant de ressources humaines spécialisées. Absolument. Et l'un explique l'autre, effectivement. Oui. Les procédures préventives ne sont pas appliquées dans la réalité, ni la conciliation, ni l'amendation spéciale. La sauvegarde, bon, il y a quelques intérêts, mais on va voir pourquoi, parce que derrière la sauvegarde, il y a parfois un usage un peu tacticien de cette procédure qui permet de protéger l'entreprise sans lui demander, sans être finalement suffisamment exigeant par rapport à cette entreprise. Donc, les procédures préventives ne sont pas suffisamment implémentées. Pourquoi? Tout simplement parce que les tribunaux, qui sont partie prenante, parce que
on le sait pas, mais le président du tribunal de commerce, il a une faculté exceptionnelle en matière préventive puisqu'il peut lui-même déclencher la procédure, c'est-à-dire pousser le chef d'entreprise à aller vers la prévention, sans l'obliger, mais en le motivant, en lui expliquant l'intérêt qu'il a derrière. Donc, le président du tribunal de commerce est un acteur à part entière de la prévention. Qu'est-ce qu'on voit dans la pratique? Bien évidemment, les tribunaux de commerce étant dépassés par les dossiers qui sont mis à leur charge, n'ayant pas les moyens de voir et de paramétrer les difficultés des entreprises, parce qu'il y a un organe très important dans les tribunaux de commerce, c'est le greffe. Dans ce greffe sont déposées, bien évidemment, un certain nombre de données financières relatives aux entreprises. Et donc, à l'étranger, notamment en France, vous avez des cellules de prévention du risque qui sont installées au sein des tribunaux de commerce et qui permettent de paramétrer, de rassembler ces data et de créer des clignotants. C'est-à-dire que si l'entreprise qui relève de mon ressort, du ressort de mon tribunal, elle commence à aller mal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais convoquer le chef d'entreprise de manière tout à fait confidentielle. Et c'est l'un des intérêts, justement, de la procédure préventive, c'est confidentiel. Et c'est une obligation légale de garder cette confidentialité et ce secret. Et donc, on préserve l'image de l'entreprise par rapport à ses partenaires. Et donc, de le convoquer et de lui dire, écoutez, voilà, le code de commerce vous offre toute une série d'outils. Exact. Utilisez l'un des outils pour éviter de tomber dans des situations qu'on va pas pouvoir redresser par l'idée est claire. Selma Hassani Sbahi, je rappelle que vous êtes en direct depuis Rabat par Skype. Vous êtes professeur universitaire et experte en droit des affaires et de la gouvernance. Nous parlons ce matin du droit des entreprises en difficulté. Mohamed El-Khouir pour notre invité. Oui, bonjour professeur. Oui, bonjour. Alors, votre constat, moi je le trouvais même relativement tendre. Par rapport à la situation réelle que vivent les entreprises ou tous les intervenants sur ce type de difficultés. On est quand même un pays où, par exemple, la liquidation judiciaire de la Samir prend maintenant 6 ans. Donc, plus de 6 ans après le jugement de liquidation judiciaire, je crois que c'était 2016 de mémoire, on a toujours un problème en suspens. On ne sait pas comment il va être réglé, de quelle manière. Au bout d'un moment, les organes de la procédure ont pris conscience qu'ils avaient peut-être pas toutes les compétences, alors on fait appel à une banque d'affaires. Donc on se retrouve dans un schéma, à mon avis, où je pense que contrairement à ce que vous évoquiez, on a besoin d'une réforme en profondeur, y compris des textes, pas simplement de la procédure, et de changer complètement de philosophie. Cette orientation vers davantage de prévention, elle a été un peu initiée à travers la procédure de sauvegarde, la conciliation auparavant, mais tout ça reste très insuffisant, reste très timide, et on est dans un schéma de toute façon où on peut faire de la sauvegarde ou de la conciliation en sachant que de toute façon il y a énormément de risques, la confidentialité sera pas particulièrement préservée, et il est possible que un chef d'entreprise qui voudrait être diligent se dise on va essayer d'agir en amont. Le simple fait qu'il déclenche cette action en amont va en réalité en cascade aboutir à le placer dans une situation intenable, puisqu'il va y avoir un effet de foule. En réalité, la plupart des gens peuvent ou des créanciers notamment, considérer que c'est une annonce très mauvaise et qu'il faut agir et essayer de faire ce que l'on peut. Donc, il me semble qu'on a un problème philosophique réellement sur cette question-là. On a besoin d'établir de nouveaux fondements. On a un droit des entreprises en difficulté qui a été copié sur le droit français à l'origine sans trop de réflexion, sans rechercher quelles problématiques nous avions et quels besoins nous avions, parce que chez nous, les problématiques sont quand même particulièrement différentes. On a toutes ces questions de tenue de multiples comptabilités, on a une très grosse partie de nos entreprises qui sont en permanence déficitaires. Donc il faut, à mon avis, si on veut pouvoir avancer sur notamment au regard de ces classements, où on est quand même, et c'est assez notable en matière de droit des affaires, puisque d'habitude, vous l'évoquiez, on est toujours en tête dans les différents classements au sein de la zone Afrique du Nord. Sur ces questions-là, l'Algérie, par exemple, et la Tunisie, qui sont pourtant pas de très bons élèves en matière de droit des affaires, sont loin devant nous, et assez loin même. Les indices sont assez clairs, notamment en matière de chance pour un créancier de récupérer son argent. On est à 25%, on récupère dans le meilleur des cas 25% de la somme, quand les Algériens ou les Tunisiens sont au-delà de 50%. Donc il me semble que réellement c'est une refonte de fond en comble dont nous avons besoin, et peut-être aussi avec une démarche de déjudiciariser un petit peu un certain nombre de ces procédures. Vous évoquiez ce greffe du tribunal de commerce en France, et effectivement ça fonctionne pas trop mal, mais ça fonctionne mieux
parce que ce sont pas des fonctionnaires et ils ne sont pas inscrits dans une hiérarchie administrative avec un fonctionnement beaucoup plus orienté sur un formalisme apparent plutôt que traiter le fond des problèmes et le fond des sujets. Alors, Salma Hassan Isbahi. Oui, je vous remercie. Alors, je partage un certain nombre de vos convictions, bien que j'ai une réserve par rapport à ce que vous appelez refonder la philosophie profonde donc du droit des entreprises en difficulté, toujours insister sur la réforme. Encore une fois, pour moi, par rapport à une connaissance à la fois du texte et de la pratique, j'estime que le problème ne se situe pas au niveau du texte, du livre 5, plus précisément, il se situe au niveau de l'application pratique. Alors, vous évoquiez le problème, par exemple, de la SAMIR pour illustrer justement les anomalies. Et on peut parler de la Comanave, Ferry, oui, de la Coma. Bien sûr, les exemples sont c'est encore plus long. Et ça, ce sont les cas médiatisés. Alors, bien évidemment, on n'accède pas malheureusement à la donnée jurisprudentielle. C'est une autre anomalie très grave des tribunaux de commerce, parce qu'il faudrait quand même des indicateurs pour suivre, parce que l'intérêt du droit des entreprises en difficulté, c'est un droit utilitaire, c'est-à-dire on met en place des procédures avec à la clé des résultats. Et donc, quid de ces résultats, dans quelle proportion on les atteint, quels sont les paramètres qui décident que le tribunal de Casa ouvre ses sauvegarde, alors que pour le même cas d'une entreprise qui souffre à peu près des mêmes problèmes, le tribunal, par exemple, de Rabat va le refuser. Donc, on n'a pas ces données paramétrées. Là, c'est un autre problème très grave, très préoccupant de la pratique en la matière, qu'il y a une désarticulation de la jurisprudence, ce qui un petit peu donc pose un problème d'instabilité. Mais pour revenir au cas de la SAMIR, vous parliez justement de la réforme des textes. Dans le texte de loi, il y a ce qu'on appelle l'alerte du commissaire aux comptes, c'est-à-dire que le commissaire aux comptes, en tant que expert qui maîtrise donc les finances de la société, qui est obligé d'être un peu la sentinelle par rapport à la protection de son intérêt social, la loi met à sa charge non pas un droit d'alerte, mais un devoir d'alerte, c'est-à-dire que il doit être vigilant par rapport à la pérennité de l'entreprise, et dès qu'il voit qu'une entreprise s'enferme dans une sphère ou plutôt une spirale de dégradation, il faut qu'il tire la sonnette d'alarme. Et donc c'est une obligation légale. Bien évidemment, pour le cas de la SAMIR, il l'illustre parfaitement bien. On a vu que c'était des années de dégradation et de comportements malsains et tout à fait préoccupants de l'actionnaire majoritaire, et le commissaire ou les commissaires aux comptes à aucun moment n'ont donc rempli leur obligation légale d'alerte. Ils n'ont pas matérialisé leur devoir d'alerte. Est-ce que on a questionné leurs responsabilités à cet égard? Regardez un petit peu l'actualité juridique. Comment se fait-il que la profession d'expert comptable, donc qui exerce le commissariat aux comptes, à aucun moment ne soit questionné sur ce devoir d'alerte qui peut à lui seul permettre aux procédures préventives de fonctionner, parce que ces procédures, encore une fois, existent, elles sont réglementées de manière minutieuse. Et normalement dans les textes, Salma Hassan Isbahi, excusez-moi, je vous coupe, et normalement dans les textes, si ce devoir n'est pas exécuté, n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce que risque ce commissaire aux comptes? Alors, il risque d'engager sa responsabilité civile, parce que moi, en tant qu'actionnaire de la société, j'ai vu que la société a été liquidée parce qu'on a réagi trop tard. Je peux tout à fait me retourner contre le commissaire aux comptes et lui demander des comptes pour faire un jeu de mots, lui dire: il était possible de redresser cette entreprise, il était possible de la remettre sur pied si on avait intervenu tôt. Vous avez l'obligation de déclencher l'alerte. Pourquoi vous avez failli à votre devoir? Malheureusement, c'est des procédures qu'on ne voit pas sur le plan pratique. Même au niveau des diligences professionnelles, il n'y a pas un grand intérêt de la profession par rapport à ce devoir d'alerte. Et ça veut dire peut-être que le texte n'est pas suffisamment fort, que les textes ne sont pas suffisamment contraignants ou forts. Alors, il met en place une obligation avec un délai, c'est-à-dire que l'alerte doit être déclenchée dans un délai de 8 jours à compter de la connaissance du fait qui est de nature à menacer la continuité de l'activité de l'entreprise. Donc c'est un devoir qui est clairement consacré par la loi. Mais à aucun moment vous allez voir un questionnement de la responsabilité des commissaires aux comptes. Même chose par exemple pour la responsabilité du syndic. Alors le syndic, vous le savez, c'est vraiment la cheville ouvrière en termes d'application de la procédure de redressement ou de sauvegarde ou de liquidation. C'est lui qui va donner vie à ces procédures. C'est lui qui concentre une grande partie des pouvoirs, puisqu'il représente à la fois l'entreprise et les créanciers. Et donc, généralement, le tribunal va toujours se référer à l'avis donc émis par le syndic. Le syndic
donc exerce des pouvoirs importants, mais quid de sa responsabilité? Il n'y a pas un seul précédent, donc au niveau du tribunal de commerce, qui permette de relever des fautes commises par le syndic dans la conduite de ces procédures. Est-ce que ça veut dire que nos syndics sont exemplaires? Je ne le pense pas. Ils sont faillibles, d'autant plus que vous le savez sans doute, les syndics, ils ne constituent pas jusqu'à présent une profession qui est réglementée, avec une formation qui est dédiée, avec des responsabilités et avec une rémunération qui est proportionnelle aux responsabilités. On rappelle qu'on parle de la pertinence ou non de réformer les lois au profit des entreprises, notamment dans le contexte économique sensible actuel de notre pays, avec nos chroniqueurs, mais aussi avec notre invité Selma Hassani Sbahi, professeur universitaire et experte en droit des affaires et de la gouvernance, qui est en direct avec nous par Skype depuis Rabat. Oui, justement, vous parliez de ce hiatus entre les textes et la pratique. Mais la difficulté, c'est que justement, on a aucun contrôle. Et comment on peut arriver dans une situation où il y a l'amont pour la Samir, parce qu'on peut citer cet exemple, mais depuis le jugement, rien n'avance concrètement, au vu et au su de tout le monde, pour une entreprise stratégique. Et il y a aucune reddition des comptes, en fait, de manière assez simple. Et donc, on l'a à plusieurs égards au niveau du fonctionnement de certains tribunaux. Il y a des dysfonctionnements, des applications contra legem de certains textes. Ça ne choque personne. Il n'y a aucun organe de contrôle qui intervient, qui va s'impliquer là-dedans. Et alors qu'on a pourtant maintenant un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et un pouvoir judiciaire organisé. Il n'y a aucun contrôle qui est mené. Je crois d'ailleurs que le service maintenant d'enquête d'investigation du CSPJ ne pourra commencer ses fonctions qu'à partir du 1er octobre. Il me semble maintenant dans tout le processus de passation du ministère de la Justice vers le CSPJ. Donc la difficulté principale, c'est comment on peut arriver dans un pays à se dire les textes sont bons, mais les organes qui ont été désignés pour appliquer ces textes ne les appliquent pas. Soit dans leur esprit ou voire parfois même dans leurs lettres, et que cette situation de fait là, donc une non-application des textes de manière délibérée ou involontaire pour manquement de compétences, de qualification ou parce qu'on souhaite le faire de cette manière-là, n'aboutissent à aucune réaction à aucun niveau, puisque ce ne sont pas les parties prenantes qui sont en mesure de faire bouger ce type de choses, ce sont plutôt nos institutions qui devraient donc justement se saisir de ces questions-là et le cas échéant faire les réformes. Et de mon point de vue, c'est même une révolution plus qu'une réforme qui est nécessaire si on veut véritablement avoir un système de règlement de l'insolvabilité qui fonctionne. Selma Hassani Sbahi. Oui, alors tout à fait. Quand vous parliez tout à l'heure de déjudiciariser l'application des procédures collectives et des procédures de traitement des difficultés, moi je vous rejoins tout à fait. Il y a certains pays qui ont fait le choix de mettre en place des agences spécialisées, qui sont en dehors même de l'institution judiciaire et qui sont chargées de conduire et de gérer la difficulté des entreprises, avec les chefs d'entreprise. Donc faire un travail de pédagogie, de prévention, d'accompagnement, de soutien. Et donc c'est très important, ça permet véritablement une implémentation réussie des procédures collectives. Alors, ce qui ne permet pas à cette problématique d'avancer, peut-être, est de faire changer les mentalités et d'aller vers ce que vous appelez la révolution, une révolution au niveau donc pratique, organisationnelle. C'est peut-être cette retenue qu'il y a autour de la thématique du droit des entreprises en difficulté. On peut le constater ensemble, il y a très peu de débats, très peu d'articles, très peu d'échanges autour de cette question qui est un peu mise à la périphérie du débat public, du débat juridique, sachant que c'est encore une fois une discipline essentielle pour l'économie, puisqu'elle permet justement de réconcilier les impératifs juridiques, c'est-à-dire la protection des créanciers, avec les impératifs économiques, c'est-à-dire la protection de la viabilité des entreprises. Effectivement, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de débat autour du droit des entreprises en difficulté. Est-ce que c'est la technicité de cette discipline qui rebute? Est-ce que c'est l'imbrication d'intérêts qui sont par nature contradictoires? Vous avez l'intérêt de l'entreprise, vous avez l'intérêt du chef d'entreprise qui peut ne pas coïncider avec celui de son entreprise, et on le sait. Vous avez l'intérêt des salariés, l'intérêt de la collectivité publique, l'intérêt des créanciers, et ces intérêts sont légitimes en grande partie, mais ils sont contradictoires, et donc il est très difficile de trouver un point d'équilibre. Mais on peut peut-être espérer que la crise actuelle va relancer le débat sur cette question. La preuve, on en débat ce matin avec vous. Vous voyez ? Tout à fait.
à fait, oui, oui, tout à fait. C'est vraiment, alors, Oui. les crises ont cet avantage, c'est de renouveler les paradigmes et de remettre au centre des débats des questions qui sont prioritaires, mais qui étaient un peu oubliées. Absolument. Voilà, peut-être je fais référence ici à un rapport du cabinet Bassamat Laraqi qui fait beaucoup de droits des entreprises en difficulté. Ils ont édité un rapport en mai 2020 sur le Covid-19 et traitement des difficultés et qui ont mis le doigt de manière verbalisée, claire sur les dysfonctionnements. Ils ont fait un certain nombre de propositions avec lesquelles certaines, j'exprime une retenue dessus, sur d'autres c'est tout à fait intéressant. Mais au moins qu'on en débatte, qu'on en parle. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Donc il faudrait vraiment remettre cette question au centre du débat public et véritablement qu'on puisse s'investir chacun en fonction de sa spécialité pour essayer de trouver encore une fois des solutions qui sont adaptées aux besoins des entreprises marocaines et du marché marocain. En direct avec nous ce matin depuis Rabat par Skype, Slima Al-Hassani Sbahi, vous êtes professeur universitaire et experte en droit des affaires et de la gouvernance. Loubna Salaj pour notre invité. Alors oui, je disais sur les derniers résultats de l'étude Inforisque qui est relative au premier semestre 2021 qu'en fait l'âge moyen de l'entreprise défaillante tournait toujours autour de 5 ans, mais que c'était à 99% des TPE et que c'était majoritairement des entreprises qui étaient plutôt dans le secteur du commerce. Et je me posais cette question, est-ce que en termes d'accompagnement, est-ce qu'il serait envisageable ou déjà est-ce que ce serait pertinent d'avoir des mesures d'accompagnement par type d'entreprise ou par secteur ou par âge d'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être faisable ou pas du tout d'actualité? Alors tout à fait. C'est justement l'objectif, c'est de pouvoir mettre en place des attitudes différenciées en fonction non seulement de la taille de l'entreprise, mais en fonction également des secteurs et puis des difficultés qu'elle traverse. Et ça justement, l'idée, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des comités de soutien. Ces comités de soutien sont institués en dehors même des tribunaux de commerce. Ce sont des comités qui rassemblent des experts et puis des chefs d'entreprise en retraite qui ont par secteur d'activité, c'est cela? C'est des comités de soutien qui peuvent accueillir tous les entrepreneurs, mais évidemment, ils vont être orientés en fonction des difficultés, de leur ampleur et puis de la taille, effectivement, des entreprises concernées. Parce que, justement, l'intérêt du droit des entreprises en difficulté, c'est qu'on peut l'adapter en fonction du besoin exprimé par l'entreprise. Et donc, il est très important que chaque entreprise puisse identifier au sein de ce que j'appelle cette boîte à outils du livre 5, identifier l'outil qui est le mieux adapté à son besoin. Mais pour ça, bien évidemment, les chefs d'entreprise ont besoin d'accompagnement, de soutien. À l'étranger, par exemple, on a même ce qu'on appelle Salma Al-Hassani Sbahi, professeur universitaire experte en droit des affaires et de la gouvernance. Vous êtes en direct depuis Rabat par Skype. Et je pense qu'on a perdu la communication avec notre invité que nous allons tenter de recontacter. Alors, en régie, est-ce que on arrive à joindre? Eh bien, malheureusement, on a été coupé. Donc, en plein milieu de cet échange passionnant avec Slima Al-Hassani Sbahi. Je rappelle que nous parlions du droit des entreprises en difficulté et avec nous ce matin, en direct depuis Rabat, Slima Al-Hassani Sbahi, professeure universitaire experte en droit des affaires et de la gouvernance. En tout cas, merci à elle d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci aussi à nos chroniqueurs.